Joséphine Baker, pour beaucoup, c'est une légende. Une robe scintillante, un sourire éclatant, une ceinture de banane et un charisme qui a conquis le Paris des années 20. Paris, Paris, tout entier. Mais derrière cette image, il y a une toute autre histoire. Celle d'une France coloniale fascinée par un exotisme construit où le corps noir, surtout féminin, était mis en scène comme un produit d'attraction. Dans Marianne est aussi noire, que vous voyez juste ici, Sylviane Larcher et Félix Germain, ainsi que d'autres autrices et auteurs, rappellent qu'en France, dans l'entre-deux-guerres, l'Afrique et ses habitants étaient représentés à travers un prisme colonial, c'est-à-dire sauvagerie, sensualité et primitivisme. La présence de Joséphine Baker sur scène, dans la Revue Nègre, s'inscrivait directement dans ce cadre idéologique. À la page 13 de cet ouvrage, nous pouvons lire ceci, je cite. « Sous les traits d'une africaine-américaine, vêtue de plumes ou de feuilles de banane, elle accomplissait et rendait tangible, écrivait l'autrice Jeanne Nardal dans Pantin exotique, la transition entre le passé et le présent, la soudure entre la forêt vierge et le modernisme. » Cette phrase est clé. Elle montre que Joséphine Baker n'était pas seulement perçue comme une artiste talentueuse, mais comme la matérialisation d'un fantasme colonial. Une forêt vierge à dompter et en même temps un symbole de modernité qui flattait le Paris de l'époque. Sa fameuse ceinture de banane est devenue l'un des costumes les plus iconiques du spectacle. Mais elle n'est pas un choix neutre. Elle s'inscrit dans une longue tradition visuelle où les corps noirs sont associés à la tropicalité, à la consommation et au plaisir masculin. À la page 13, nous pouvons lire encore ceci. Jeanne Nardal conspuait le stéréotype colonial de la femme noire, gaiement offerte au divertissement et au désir des spectateurs blancs, généralement masculins, c'est-à-dire la doudou, terme créole entré au dictionnaire français l'année suivante, 1929. Dans les années 20, l'exotisme était un marché. Les affiches, les spectacles, la publicité vendaient une Afrique de fantasmes. La ceinture de banane de Joséphine Baker s'intégrait parfaitement à cette économie de l'image. On ne montrait pas une artiste afro-américaine complète, avec son histoire et sa voix. On montrait une Vénus tropicale pour amuser, séduire et confirmer les clichés coloniaux. Derrière l'ovation du public, il y a l'ombre du stéréotype. Et ce stéréotype, Joséphine Baker l'a d'abord porté avant de le retourner plus tard contre ceux qui l'avaient façonné. Le succès de Joséphine Baker dans le Paris des années folles n'est pas qu'une histoire de talent. C'est aussi l'histoire d'une mise en scène calibrée pour répondre aux fantasmes coloniaux. Comme on le rappelle encore une fois dans cet ouvrage, elle s'inscrivait dans une tradition d'image coloniale qui associait la femme noire au plaisir masculin et à la nature ainsi qu'à l'instinct. Ce rôle lui a ouvert les portes d'une notoriété internationale, mais il faut comprendre quand même que ce succès reposait sur un système où la femme noire était à la fois l'objet de désir et symbole de primitivisme. Joséphine Baker a exploité cette opportunité pour bâtir sa carrière, mais elle l'a aussi payé au prix d'une image façonnée par d'autres. Dans ce contexte, Baker devenait un produit culturel. Elle incarnait une Amérique moderniste et une Afrique fantasmée, le tout enveloppé dans le langage du divertissement colonial. Joséphine Baker, vous l'avez compris, est un paradoxe vivant. Pionnière à la fois dans l'accès à la scène et dans ses engagements politiques, mais façonnée au départ par un imaginaire colonial. Dans Marianne est aussi noire, encore une fois, on rappelle qu'elle incarnait le double stéréotype, à la fois la modernité américaine et l'exotisme colonial. Ce double stéréotype lui a permis de séduire un public large, en France et ailleurs, mais il révèle aussi à quel point les identités noires sur la scène française étaient contraintes par des cadres racialisés. Le succès était possible, oui, mais à condition de rester dans les cases prévues par la société blanche. Ce double visage, Joséphine Baker l'a porté toute sa vie. Celui de l'artiste adulé et celui du symbole exotique. C'est ce qui rend son parcours à la fois admirable et inconfortable à analyser.
L'histoire de Joséphine Baker ne s'arrête pas à la scène. Elle fut aussi espionne pour la résistance, militante antiraciste et figure engagée. Mais ces dernières années, son image a été réinvestie par l'État français dans un récit national centré sur l'universalisme et l'intégration. À la page 12 de ce même ouvrage, on peut lire ceci. De plus, Emmanuel Macron, relègue le racisme colonial français à une pure conjoncture historique, à un passé de préjugés révolus. Concrètement, le Panthéon, en particulier, devient un lieu de narration officielle. Y faire entrer Joséphine Baker, c'est envoyer un message de tolérance et d'ouverture, mais c'est aussi sélectionner les aspects de sa vie qui s'accordent avec l'image que la République veut projeter. On glorifie la résistance, on admire l'artiste, mais on oublie parfois la militante qui dénonçait le racisme systémique. L'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, donc le 30 novembre 2021, a donc été un moment symbolique fort, mais aussi une opération politique où l'État se réapproprie l'héritage d'une femme noire pour illustrer une version idéaliste de l'histoire française. Quand Emmanuel Macron prononce son discours au Panthéon, il insiste sur la liberté, l'égalité et l'unité nationale. Mais il évite soigneusement de parler du contexte colonial dans lequel la carrière de Joséphine a pris forme. Cette mémoire respectable gomme le fait que Joséphine Baker, avant d'être la résistance honorée par l'État, a été l'incarnation vivante de stéréotypes coloniaux sur les corps noirs. En célébrant la figure héroïque, on invisibilise le système qui l'a d'abord exploité, vous comprenez? C'est toute l'ambiguïté de l'hommage officiel. Il reconnaît l'héroïsme, mais ne confronte pas le racisme structurel qui l'a précédé et qui persiste encore aujourd'hui. Dans le Paris des années folles, Joséphine Baker n'était pas seulement applaudie pour ses talents artistiques. Elle était aussi scrutée, désirée et réduite à un corps exotique. Cette objectification n'était pas anodine. Elle reprenait les codes de la propagande coloniale où les corps noirs étaient toujours associés à la sensualité et à la primitivité. Le costume de banane en est l'illustration parfaite. C'est à la fois un objet de divertissement, oui, et un outil de stéréotype racial. On consommait la femme noire comme on consommait les colonies, un produit tropical qui évoquait les plaisirs, la chaleur et le danger maîtrisé. Ce n'était pas seulement Joséphine. Tout un marché visuel et culturel utilisait cette image pour conforter les hiérarchies raciales. Pourtant, Joséphine Baker n'a pas été qu'un symbole passif. Elle a utilisé la célébrité acquise dans un cadre colonial pour financer ses engagements et affirmer sa voix politique. À mesure que sa carrière avançait, elle a su retourner certains codes imposés pour s'en servir comme levier de pouvoir. Joséphine s'inscrivait dans une tradition d'image coloniale. Ce n'est que plus tard qu'elle a inversé les attentes en devenant résistante, militante et, comme je le disais, figure internationale. Le passage de l'icône exotique à la résistante montre une maîtrise de l'image rare pour l'époque. Joséphine Baker savait ce que le public blanc attendait d'elle et elle l'a donné au début pour ensuite imposer ses propres causes, vous comprenez? Mais ce visage n'efface pas le fait que ses débuts reposaient sur un système d'exploitation raciale profondément ancré dans la société française. Joséphine Baker a marché sur une ligne étroite, utilisé la fascination exotique à son avantage, tout en cherchant à la déconstruire. C'est cette tension qui rend son héritage à la fois inspirant et inconfortable. La carrière de Joséphine Baker se déploie entre deux mondes. Aux États-Unis, son pays natal, elle affronte un racisme structurel brutal qui limite ses opportunités. Et en France, elle trouve une scène prête à l'accueillir, mais à condition de jouer le rôle que la société coloniale attend d'elle. La France des années 20 se veut plus ouverte que l'Amérique ségrégationniste, mais cette ouverture est conditionnelle. Elle célèbre Baker telle qu'elle incarne l'exotisme qui flatte la curiosité coloniale.
Aux États-Unis, en revanche, sa réussite à l'étranger est perçue avec ambivalence. Certains l'admirent effectivement, d'autres critiquent son rôle dans un spectacle jugé stéréotypé. Même après des décennies de carrière, des actions héroïques pendant la Seconde Guerre mondiale et un engagement fort pour les droits civiques, les clichés qui avaient lancé Joséphine Baker ne disparaissent pas totalement. Les hommages officiels retiennent la résistante, la star, l'icône, mais passent sous silence, comme je le disais, le rôle que l'imaginaire colonial a joué dans sa construction politique. Ce silence perpétue un problème. Il dépolitise sa trajectoire, la réduisant à un success story républicaine qui ne dérange pas l'ordre établi. Joséphine Baker reste ainsi prise entre deux récits. Celui officiel et lisse, qui rassure, et celui plus complexe, qui confronte le racisme et les hiérarchies de l'époque. Et c'est précisément ce second récit que nous devons continuer à raconter. L'héritage de Joséphine est immense. Elle a ouvert la voie à d'innombrables artistes noirs, brisé des barrières raciales et utilisé sa notoriété pour défendre la liberté et l'égalité. Mais il reste indissociable des conditions dans lesquelles cette notoriété est née. Une fascination coloniale qui a modelé son image et son corps comme un spectacle. Ce double stéréotype est le fil rouge de toute sa carrière. Reconnaître cette ambivalence, ce n'est pas diminuer son mérite, non. C'est rendre justice à la complexité de son parcours. Car Joséphine Baker n'a jamais cessé de jongler entre ces deux faces, l'icône respectée et la caricature héritée de l'époque coloniale. Pourquoi revenir sur cette histoire aujourd'hui? Parce que les mécanismes qui ont façonné Joséphine Baker, malheureusement, existent toujours. Les stéréotypes exotiques persistent dans la mode, la publicité et le cinéma. Et la mémoire officielle continue de privilégier des récits édulcorés qui évitent de parler de racisme structurel. Admirer Joséphine Baker ne doit pas signifier oublier d'où viennent certaines images d'elle. Comprendre cette histoire, c'est aussi se donner les moyens de repérer. Aujourd'hui, quand l'art, la culture ou la mémoire se font complices d'un système qui perpétue les inégalités. Donc, Joséphine Baker, héroïne, artiste militante, mais aussi miroir d'un Paris colonial qui savait transformer le racisme en divertissement. La connaître dans toute sa complexité, c'est se donner la liberté d'aimer, de critiquer et surtout de ne pas répéter les mêmes erreurs. En tout cas la team, j'espère que cette vidéo sur Joséphine Baker, décriptant l'image coloniale qu'on avait d'elle dans ses débuts, et la double facette, comme je le disais, avec son image de résistante, de militante, de figure internationale, vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aviez déjà pensé à ces deux facettes, à ces deux stéréotypes. Mettez un petit pouce bleu pour le soutien. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau. Mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et surtout, activez la cloche des notifications pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. C'était ton boy Jimmy. Peace!